Bonjour à tous. Hello, hello. Voici une vidéo qui s'adresse non pas aux enfants, mais plutôt aux personnes qui s'intéressent à la question du diagnostic et de la prise en charge du TDAH chez l'enfant et l'adolescent qui ont déjà un premier niveau d'information. Ouais, et notre défi, c'est de vous résumer en moins de 7 minutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le diagnostic et la prise en charge du TDA. Recommandations issues des données probantes, récentes de la littérature scientifique. C'est toujours important de le rappeler. Alors, en guise d'introduction, quelques généralités sur le TDAH. On sait bien sûr l'impact scolaire, mais la HAS nous rappelle... Du fait de la chronicité de ce trouble, il y a des risques qui sont plus importants de développer des troubles psychiques avec de l'anxiété, de la dépression, des addictions, mais aussi plus de risques d'avoir des accidents au cours de la vie, des grossesses non désirées, etc. Des MST, parce qu'on ne met pas de capote le samedi soir. Vigilance aussi dans la démarche diagnostique par rapport au diagnostic des filles. Tout à fait, qui sont plutôt sous-représentées de par la forme inattentive qui prédomine chez ce public et qui passe plus inaperçu, qui retarde le diagnostic. Et qui retarde effectivement le diagnostic. Alors d'où ça vient? Rappelle que l'étiologie, elle reste partiellement connue, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une intrication très complexe de facteurs génétiques très importants où l'héritabilité, elle est très importante, mais aussi avec des facteurs environnementaux qui sont non négligeables. Sur la question du diagnostic, il reste éminemment clinique. Clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne fait pas d'IRM, on n'enregistre pas les ondes du cerveau, on ne fait pas de prise de sang, on ne fait pas de test attentionnel parce qu'il n'y a pas de marqueur spécifique. Mais on va aller regarder dans la vraie vie. La vraie vie, c'est questionner les parents, les deux, l'école, le prof de sport, à travers des échelles, des questionnaires, le Conners ou d'autres, pour essayer aussi à travers des entretiens structurés, semi-structurés, de valider ou pas les fameux critères du TDA. Donc on va chercher dehors, c'est super important et c'est du coup un vrai diagnostic compliqué parce que on n'a pas de marqueur encore une fois. Tout à fait. À partir de quel âge? Alors techniquement, on pourrait faire un diagnostic de TDA à 3 ans si la symptomatologie était très importante, si l'impact il est très important, mais la HAS nous rappelle quand même d'être vigilant avant 5 ans de par les variabilités et les trajectoires de développement qui sont quand même très individuelles, qui sont très variables effectivement. Donc vigilance, vigilance, vigilance. Diagnostic aussi différentiel, ça veut dire que on va voir si on élimine en fait d'autres causes qui pourraient expliquer les difficultés observées. Notamment troubles anxieux par exemple. On est vigilant aussi aux comorbidités qui sont très fréquentes dans le cas du TDAH, à savoir d'autres troubles du neurodéveloppement, des troubles anxieux, des troubles de l'opposition, l'autisme. Souvent, il y a le diagnostic du TDA, mais gravite autour d'autres diagnostics, complexifiant encore une fois la démarche diagnostique. Alors, une fois que on a fait le diagnostic, et qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Donc avec des prises en charge non médicamenteuses, dont recommandées en première intention par la HAS, la psychoéducation à destination de l'enfant lui-même pour le rendre davantage acteur de ses difficultés, mais aussi de la famille, histoire de répondre à toutes leurs questions, de balayer les idées reçues en s'appuyant sur des sources d'informations fiables, leur donner des perspectives d'évolution, des informations sur les risques associés. Source d'informations fiables, super important. Également préconisé comme étant efficace et en première intention les programmes d'entraînement aux habilités parentales. Le plus connu sans doute le programme Barclay, mais il en existe d'autres. Là, l'idée, c'est vraiment donner les clés du camion aux parents, à l'adulte, pour améliorer la qualité de vie. Brossage de dents, préparatifs du matin, le cartable, la gestion de la fratrie, venir donner ces outils comportementaux concrets aux parents pour que à la maison ils puissent gérer de manière plus efficace ces comportements difficiles. Pas toujours simple. Exactement, très difficile. Autre prise en charge très importante et identifiée également comme pertinente et efficace, ça c'est le tien de bébé. Donc c'est les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles. Nous deux on est bien quand même. Grave, continue. Donc on va vraiment aller travailler sur les retentissements fonctionnels du trouble, sur l'anxiété, sur la dépression, sur la gestion émotionnelle, les difficultés d'organisation. La HAS nous dit qu'il y a une meilleure efficacité quand même au moment de l'adolescence et que ça va vraiment dépendre de l'implication de l'ado, ce qui paraît logique, mais également de l'implication des parents, de la famille dans cette prise en charge.
On fait des choses aussi à l'école, donc la formation de l'enseignant, super important. Pas de systématicité en termes d'adaptation pédagogique, dit autrement. Si TDA, alors tiers-temps, ben non. Si TDA, alors MDPH, ben non. Ça va vraiment dépendre au cas par cas, fonction de la sévérité, fonction du retentissement. Donc on regarde tout ça, ce n'est pas systématique. Tout à fait. À l'inverse de ces prises en charge qui sont recommandées car reconnues comme étant efficaces, il y a des approches qui sont de fait pas assez étudiées ou qui n'ont pas reçu de preuves suffisamment importantes pour pouvoir aujourd'hui les considérer comme efficaces. Dans le cas du TDAH. Exactement. Donc on peut citer le neurofeedback, l'entraînement cérébral, mindfulness, la psychanalyse, mais également d'autres approches telles que la kinésio, l'ostéo, l'acupuncture ou les réflexes archaïques. Voilà, tout ça, ben, vous risquez de perdre techniquement du temps et de l'argent parce que ça ne va pas bien fonctionner. Même si c'est très médiatisé parfois. Pratique de bon sens, lorsqu'on a un TDA, on essaye d'avoir une hygiène de vie qui soit la plus optimisée sur le plan attentionnel. On va effectivement agir sur le sommeil, parce qu'on sait qu'il y a souvent des troubles associés. Ouais. L'alimentation, il y a des risques de surpoids également. Je croyais qu'on faisait ça, c'était le... Oui, aussi, par rapport à l'activité physique, effectivement. Voilà. C'est vraiment là des questions de bon sens. Oui, pratique de bon sens, c'est vraiment pas bête. Et puis on a cette chance d'avoir dans le cadre du TDA un médicament, et donc en France, le méthylphénidate est aujourd'hui la molécule qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché. Il faut savoir que c'est quand même le traitement le plus sûr et le plus efficace lorsqu'on combine les deux pour lutter contre les contre les symptômes du TDA à court terme. Aujourd'hui, il peut être prescrit en ville par les pédiatres, les neurologues et les pédopsychiatres et les psychiatres. Et il y a vraiment là encore une fois, malgré tout, un travail à faire pour venir expliquer ce médicament qui reste encore une fois en termes de représentation plutôt avec des représentations plutôt négatives, même si il est très sûr et efficace. Il y a quand même une surveillance médicale. Yep, elle est là, hop, autant pour moi, une surveillance médicale. Le poids, la taille... L'éthique, le sommeil, l'aspect psychologique, comme tout médicament, bénéfices, risques, avantages, inconvénients, effets secondaires, on regarde pour que le bénéfice soit toujours celui qui prédomine par rapport au reste. Et si le méthylphénidate ne fonctionne pas? On aurait même d'autres molécules et des non-stimulants, mais ça sera vraiment à voir avec le médecin spécialisé, fonction encore une fois de l'efficacité du traitement et voilà. J'allais m'embrouiller et partir dans le trou de toute façon, regarde, 7 minutes 49, ouais, 7 minutes 49, on n'est pas trop mal. Allez, Salut. à plus.